Bienvenue dans toutes les France. La bombe nucléaire iranienne est-elle véritablement en cours de fabrication? Quelles conséquences pour le monde? Aujourd'hui, débat dans toutes les France avec nos invités. Azadeh Kian, professeure de sociologie politique à l'université Paris 7, chercheuse au CNRS. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, François Nicoulot, vous êtes ancien ambassadeur de France en Iran. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de toutes les France, monsieur Naoufal Brahimi Elmili, vous êtes docteur en sciences politiques et enseignant à l'IEP de Paris, à l'Institut d'études politiques de Paris. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Thierry Coville, vous êtes chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et enseignant à Norantia. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et sans oublier l'excellent Patrick Pinter, dont la plume aiguisée nous accompagnera tout au long de cette émission consacrée à l'Iran. Est-ce que, monsieur François Nicolau, cette bombe existe vraiment, ou en tout cas est en cours de fabrication, selon le dernier rapport de l'AIEA? Non, non, la bombe n'existe pas. La bombe n'est pas en cours de fabrication à la lecture du rapport de l'AIEA, qui est extrêmement prudent à ce sujet. Le rapport, pour l'essentiel, dit qu'il y a eu un grand programme structuré tendant à la fabrication de la bombe, que ce programme s'est arrêté fin 2003, il faudra voir pourquoi, qu'après, certaines activités ont repris, ou plutôt là, déjà, l'agence commence à utiliser des conditionnels. Elle cite 2 ou 3 programmes, effectivement, objectivement inquiétants, mais qui ne sont pas à l'échelle, disons, du grand programme structuré qui existait avant 2003. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on parle de ce programme nucléaire à vocation militaire. Et il y a eu déjà un certain nombre de rapports. On attend quel rapport pour être sûr que la bombe existe ou que l'Iran construit réellement une bombe nucléaire? Les rapports ne peuvent que décrire ce qui existe quand même. Enfin, en tous les cas, on l'espère. L'intérêt de ce rapport qui vient de sortir, du dernier rapport des inspecteurs, en quelque sorte, de cette agence internationale chargée de contrôler les activités nucléaires de l'Iran, son intérêt, c'est pas tellement qu'il apporte des faits nouveaux. Elle ne contrôle pas seulement les activités nucléaires de l'Iran, elle est chargée de contrôler les activités nucléaires en général. Du monde entier, oui, bien entendu. Oui. Et là, pour ce qui nous concerne ce soir de l'Iran, c'est qu'en fait, il nous permet de passer, disons, de la basse définition à la haute définition pour la compréhension du programme iranien. Il nous apporte une série de détails, effectivement, qui n'étaient en tous les cas pas sur la place publique jusqu'à présent, et qui permettent, comme je disais, peut-être de passer d'une photographie de 700 pixels à une photographie de 3000 ou de 5000 pixels. Voilà, mais la photographie est la même, le fond de photographie reste le même. Est-ce qu'on va passer à 1 million de pixels, Naoufal Brahimi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce rapport? Non, ce qu'il y a de nouveau dans ce rapport, bon, bien sûr, à force de répéter des choses, on veut faire croire que les Iraniens avancent dans le programme nucléaire militaire. On veut faire croire. Ça voudrait dire que ce n'est pas vrai, alors. Déjà, parmi la communauté des chercheurs iraniens dans le nucléaire, cette communauté a un taux de mortalité très élevé. Donc, ça ralentit un peu la recherche. Oui. Bon, d'une part. Oui. Oui, c'est vrai, il y a eu des morts. Bon, d'une part. D'autre part, ce qu'on oublie, c'est que l'Iran est signataire du TNP. Ce qui n'est pas le cas des autres puissances nucléaires régionales. Traité de non-prolifération. Voilà, ils sont signataires. Et à ce titre-là, ils ont des droits qu'ils essayent de défendre. Ils ont aussi des obligations qu'ils semblent ne pas respecter. Ils ont des obligations qui sont assujetties à une très forte capacité d'oubli. Oui. Entre les deux, il y a une marge de négociation qui traîne avec des sanctions qui ne sont pas efficaces. Toujours est-il, je cite, c'était dans Le Monde du mois de mars dernier, l'ancien chef du Mossad qui dit qu'il n'y a pas de menace nucléaire iranienne avant les 5 années. On reviendra sur les positions israéliennes qui ne sont pas forcément unanimes sur cette question en ce moment. Azadeh Kian, vous avez écrit « L'Iran, un mouvement sans révolution », publié aux éditions Michalon. Est-ce que le pouvoir iranien instrumentalise cette question du nucléaire ou l'utilise pour justement étendre son influence sur un certain nombre de pays voisins? Écoutez, il me semble que oui, déjà le pouvoir iranien a tenté, depuis plusieurs années d'ailleurs, à utiliser la question du nucléaire pour rassembler la population iranienne derrière ce projet. Et je dirais que ça
peut-être fonctionné jusqu'aux années 2003-2004, hein, mais depuis, on constate que les coûts de tels programmes sont tellement élevés dans la situation actuelle du pays qui traverse une crise politique très importante d'une part et une crise économique également très très importante que beaucoup d'Iraniens qui soutenaient auparavant le programme de nucléaire iranien aujourd'hui disent après tout les coûts sont trop élevés, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que le gouvernement, que l'État iranien investisse par exemple dans le secteur de production pour créer des emplois, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'asseoir l'autorité de l'Iran dans la région qu'à travers le nucléaire? D'autant que ce qu'on peut constater, que j'essaie aussi d'aborder, c'est qu'à mon sens, à partir de 2007-2008, hein, les gardiens de la révolution ont commencé vraiment à avoir la main sur le dossier du nucléaire iranien. Et donc, c'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis très, très réservée quant à une solution facilement retrouvable pour que l'Iran accepte, par exemple, de suspendre l'enrichissement de l'uranium ou aille vers une transparence demandée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, parce qu'il s'agit pour eux de se maintenir au pouvoir et aussi de se sanctuariser, c'est-à-dire sanctuariser le régime islamique et leur propre pouvoir. Thierry Coville, c'est un programme qui est destiné à se poursuivre. Oui, je pense qu'on nous répète sans arrêt qu'il faut évaluer les politiques publiques. Ce serait quand même intéressant d'évaluer la politique des sanctions qui a été menée depuis 2007, puisque l'Iran a plutôt accéléré l'enrichissement, puisqu'ils sont passés à 20%, enfin juste en dessous de 20% de taux d'enrichissement d'uranium. Et leur position en matière de négociation est devenue plus radicale avec les sanctions. Donc moi je trouve que le bilan des sanctions est complètement nul. Et il est immoral, parce que les sanctions pèsent surtout sur la population iranienne. Oui. Qui doit faire face à la fois au double coup, c'est la double peine, parce qu'ils ont à la fois le coût des sanctions et à la fois une répression féroce du régime. Donc ce serait intéressant de temps en temps qu'on évalue l'efficacité de ces sanctions. On va revenir sur les sanctions, mais selon le fameux rapport de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, un certain nombre de sites sont en mesure de développer une arme nucléaire à vocation militaire. Réaction, regardez. Cette image satellite montre la base de Parchin, à une trentaine de kilomètres de Téhéran. Là se trouverait un conteneur en acier, pas plus grand qu'un autobus, qui servirait à tester des explosions. C'est ce que dit sur 13 pages l'annexe du rapport, qui ajoute que des modèles informatiques d'ogives nucléaires ont été retrouvés dans les ordinateurs de scientifiques iraniens. La réaction de l'Iran ne s'est pas fait attendre, les autorités rejettent tout en bloc. L'Iran n'a pas besoin de la bombe atomique. Notre pays peut vaincre l'Occident par la pensée, la logique et la culture. Pourtant, il y a quelques jours encore, l'Iran a testé des tirs de missiles. Le rapport s'appuie sur des informations de services secrets occidentaux qui pointent du doigt cet homme, le père de la bombe pakistanaise, Abdul Qader Khan. C'est lui qui a fourni les informations et son savoir-faire à la Corée du Nord et à l'Iran. Depuis ce matin, les réactions internationales se multiplient et sont de deux ordres. Les Russes et les Chinois cherchent à temporiser. Ils refusent que de nouvelles sanctions soient prises contre l'Iran. En revanche, les Occidentaux se montrent très fermes. On a pris des sanctions que nous ne cessons de compléter. On peut encore les durcir pour faire pression sur l'Iran. Pas de réaction officielle en Israël, même si ces derniers jours, la possibilité de bombarder des sites nucléaires iraniens a été publiquement envisagée. Monsieur Nicolo, est-ce que vous pensez que les sanctions, comme le disait Thierry Coville, ne sont inefficaces ? Quel type de sanctions pourrait être imposé à l'Iran pour l'empêcher de poursuivre ce programme nucléaire ? D'abord, il y a deux types de sanctions. Pour faire simple, il y a des sanctions économiques, puis il y a d'autres sanctions qui visent des personnes et qui sont d'ailleurs... Qui pèsent sur des dirigeants, sur des responsables de programmes ou sur des gens qui ont commis de sérieuses violations de droits de l'homme. Oui. Je dois dire, sur ces sanctions, on ne peut qu'être d'accord. Restent les sanctions économiques qui visent effectivement la population. Et là, je rejoins tout à fait l'analyse de Thierry Coville. C'est une double peine qu'on inflige aux gens. Et de fait, l'Iran ne cède pas. Et ça, je peux dire, je l'ai vécu, chaque fois qu'il y a un nouveau train de sanctions, parce que ça fait comme des années que voilà, tous les ans, on vote un nouveau train de sanctions économiques et financières, on se dit,
cette fois-là, c'est la bonne. Là. Cette fois-là, ils vont céder. Là. C'est bon, c'est bon. Mais vous avez raison, bon. il y a les sanctions qui Et... identifient des personnes ou des entreprises ou des biens qui sont à l'étranger. Et puis il y a les sanctions plus globales, plus générales, qui touchent effectivement la population iranienne. Simplement, ces sanctions perdurent depuis un certain nombre d'années et semblent inefficaces sur le terrain. C'est-à-dire comment fait le régime pour contourner ces sanctions. On a parlé des soutiens, par exemple, en tout cas du refus de voter des sanctions de grandes puissances comme la Chine, la Russie. Est-ce que ces puissances collaborent avec le régime iranien? Comment ça se passe? Bon, je veux dire, là encore, il y a une autre façon de lire les sanctions. Il y a les sanctions des Nations Unies, oui. Qui sont des sanctions qui visent pour l'essentiel les programmes militaires et nucléaires et balistiques de l'Iran, bon, qui sont assez ciblés. Et puis il y a des sanctions supplémentaires, parce qu'on jugeait les premières insuffisamment efficaces, qui ont été rajoutées effectivement par les Américains, par les Européens et quelques autres pays qui se sont ralliés. Ça, ce sont les sanctions qui d'ailleurs font mal à l'économie. Ce sont en particulier, là en ce moment, on le voit très bien, les sanctions qui tendent à assécher tous les circuits financiers, donc oui. qui rendent très compliqués les échanges de l'Iran avec le monde extérieur. Mais il y a des lois de la nature qui font que quand il y a un blocage, eh bien, on cherche des moyens de contournement et on invente des réseaux qui, chaque fois, si vous voulez, on arrive à surmonter, enfin le régime arrive à surmonter ces sanctions et paradoxalement, ce qui se passe, ce sont les gens qui sont au cœur du régime qui gagnent beaucoup d'argent avec ce dispositif. On se sert sur la bête, si vous voulez, et en ce sens, les sanctions ont un effet plutôt négatif, elles ne conduisent pas, absolument pas au but recherché. Azadeh. Je pense que le seul secteur où les sanctions, les conséquences des sanctions se font sentir, c'est le secteur pétrolier et gazier quand même. Il ne faut pas oublier qu'ils sont d'ailleurs en grande partie aujourd'hui aux mains des pastarans, des gardiens de la Révolution et qui, de leur propre aveu, ne réussissent pas à fournir des investissements nécessaires. Donc il y a ça, il y a par exemple... Ils n'arrivent pas à obtenir les revenus de l'exportation de gaz et de pétrole iranien. Voilà, et d'exploitation. De ces réserves, d'une part, d'autre part, par exemple, ce qu'on a vu là récemment, c'est l'année dernière et ça continue, c'était au sujet de l'essence, c'est-à-dire que quand il y a effectivement des sanctions à l'encontre de l'importation de l'essence en provenance de l'Iran, eh bien les Iraniens ont commencé eux-mêmes à en produire, ce qui a fait que dans les grandes villes, l'air était devenu absolument irrespirable et il y a eu énormément de décès dont on ne parle absolument pas. Donc des sanctions supplémentaires pourraient des être sanctions efficaces, qui pèsent toujours et encore sur la population. Par exemple, les sanctions financières, avant tout, on le sait, ont conduit à la fermeture des entreprises privées. Donc, énormément de personnes qui ont été mises au chômage du fait aussi de l'impact de ces sanctions. On ne peut pas dire pour autant que le régime a été affaibli ou que le régime n'a pas continué son programme nucléaire, par exemple, du fait de ces sanctions-là. Naoufeln Brahimi, ces sanctions à moyen terme peuvent-elles être efficaces et peuvent-elles faire vaciller le régime iranien? Non, tout d'abord, les sanctions ont deux caractéristiques. Premièrement, devant un Iran présidé par Ahmadinejad qui a un problème d'image, la communauté internationale ne peut pas rien faire. Le tout, c'est de gérer des décisions qui ne servent à rien. Alors, quelles sont les décisions qui servent à rien? Les sanctions? Les sanctions. Le vote des sanctions par l'Organisation des Nations Unies? La première salve des sanctions, c'est la loi d'Amato, où on a interdit tous les investissements en Iran supérieurs à 20 millions de dollars, ce qui fait que l'Iran a un vrai problème de produits raffinés. Aujourd'hui, l'Iran produit 2 fois moins de pétrole que sous le Shah. Or, la technologie a avancé. Oui, mais Azadeh dit que ça touche essentiellement la population, que le régime n'est pas touché. Le régime n'est pas touché. Comment dirais-je? Le meilleur exemple, c'est le voisin irakien, Saddam. Saddam, le régime n'est pas tombé suite à des sanctions. Il y a eu d'autres raisons. Et surtout, Saddam a reçu toutes les sanctions possibles et imaginables. Enfin, il est tombé surtout parce que le pays a été occupé militairement. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà. l'Iran, donc là, vous allez déjà sur le volet militaire, on va y venir. Non, je ne vais pas sur le volet militaire. Je dis que ça ne sert à rien. Le volet militaire, c'est... Thierry Coville. Oui, c'est assez simple, parce que justement, effectivement, c'est les sanctions financières qui touchent le plus, que l'Iran a du mal à la fois sortir des devises et récupérer des devises quand ils ont exporté. Donc c'est ça qui touche le plus les Iraniens. Mais ça profite à tous les gens qui contrôlent les circuits illégaux d'importation, et c'est surtout les pasdarans et les fondations qui contrôlent ces circuits illégaux d'importation. Du fait que quand les gens ne trouvent pas, par exemple, des équipements médicaux, ils vont